C'est pas le fait de terminer sur une façon si moche, c'est ce qui s'est passé ce jour-là, pour moi, c'est inadmissible en fait. C'est dans l'attitude, et en plus, tu le vois venir, le mur en vrai. Tu le vois venir, donc tu vis pas une belle Coupe du Monde parce que tu sens que les choses ne se préparent pas, elles vont pas dans le bon sens. Tu perds un match, ça arrive tous les week-ends et de toute façon à chaque match il faut un gagnant et un perdant. En revanche, dans ton attitude, tu peux pas démissionner comme ça quand tu portes le maillot de ton pays. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez En Terrain Conquis, le podcast qui donne la parole aux sportifs professionnels d'hier et d'aujourd'hui qui ont aussi conquis le terrain du business. Pour ce nouvel épisode, je reçois un grand monsieur du rugby français, 5 fois champion de France, 1 fois champion d'Europe, vice-champion du monde avec les Bleus en 2011, une équipe de France pour laquelle il a porté 80 fois le maillot et été 56 fois son capitaine, un record. Je reçois Thierry Dussautoir. Bonjour Thierry. À Toulouse, tu gagnes des titres avec la génération dorée, des Vincent Clerc, William Servat, Yannick Josion, Florian Fritz et bien d'autres. Et tu gagnes aussi, si je ne m'abuse, une belle cicatrice au nez. Et c'était pas dû à une bagarre ou à un adversaire, mais à un coéquipier à toi, je crois. Laquelle? Parce que j'en ai quelques-unes cicatrices. C'est une carte au mon visage, mais en fait, celle sur le front, c'est effectivement un coéquipier. C'est Toto Perugini qui m'a mis un grand coup de tête face à... C'était à Agen, je me rappelle, donc on m'a ouvert en deux. C'était avant la... Ah mais tu vois, je peux bien le dater parce que c'était avant le match face à Nouvelle-Zélande qu'on a joué à Lyon. Où sur les photos du match, tu vois, j'ai un bandeau là et j'ai la cicatrice qui saigne. Mais c'était pas dans le vestiaire pour se motiver quand même, parce que là... Non, ça... Je t'ai dit, moi je fuyais tout ça, quoi, ouais. Donc j'avais pas besoin de ça. Donc cependant, il m'a mis un coup de tête, je viens en vivre encore. En revanche, le nez, c'est plus rare, c'est en 2012, ça c'est un coup de coude volontaire, mais il m'avait bien pris de Djibril Camara au Stade de France face au Stade français. Tu es champion avec Toulouse en 2008. En 2009, tu es nommé capitaine de l'équipe de France. En 2010, vous remportez la Coupe d'Europe, celle-là même que tu avais perdue 2 fois en finale. Puis de nouveau champion en 2011. On peut dire que ce sont les années un peu bénies de ta carrière. Ouais, c'est les années les plus prolifiques. Hein. C'est vrai que tu te rends pas trop compte en fait quand ça se passe, c'est normal. Bon, t'es compétiteur, t'as une maîtrise complète de tes moyens, mais tu te dis... c'est normal, finalement, on travaille bien, on est bon, machin, donc t'engranges et puis tu réalises pas finalement la portée de ce que tu réalises. Il y a une phrase que Yannick Bru nous a dit, je me rappelle, je crois que c'est une finale avant Clermont. Il avait regroupé les avant la finale et il nous avait dit vous avez une génération exceptionnelle, il faut que vous preniez tout. Les sérieux, il faut que vous preniez tout. Et tu vois, quand il te dit ça, bon, tu le prends, mais... à l'instant T, tu réalises pas finalement la portée. Enfin, je veux dire, j'ai compris que plus tard. Ça cogite pas tout de suite, mais après. Mais des années plus tard, j'ai compris réellement ce qu'il voulait dire à ce moment-là. Celui aussi, il a fait partie de groupes énormes qui maîtrisaient leur rugby. Et j'ai compris avec l'expérience ce qu'il voulait dire réellement, quoi. C'est-à-dire que quand on te dit qu'une finale, elle se perd pas, quoi. Parce que l'opportunité de revenir là, quand tu es dans l'événement, tu penses que, bon, allez. On l'a perdu, mais l'année prochaine, il sera... Non, c'est compliqué quoi, de revenir et de remettre en place tout ce que tu as mis en marche l'année précédente, une année suivante. Et tu sais pas, tu peux avoir des bons joueurs, mais il suffit d'une mésentente dans l'équipe, d'un malentendu qui n'a pas été levé pour que toute la dynamique elle soit cassée. Donc finalement, c'est quelque chose de... Tu peux donner la sensation à l'extérieur d'énormément de force, et en réalité, c'est un édifice qui est très fragile. Dans le prolongement, il y a cette Coupe du Monde 2011 où tu crèves l'écran, tu marques même en finale contre les All Blacks, que vous défiez encore au Haka. Et vous échouez un tout petit point en ayant été meilleur qu'eux sur le match. Et tu es élu meilleur joueur du monde à l'issue du mondial. Comment on garde la tête froide quand il y a tout cet enchaînement de choses ? Ouais, je pense surtout que là, tu as été sympa, tu as allé directement au bon moment de la Coupe du Monde. J'ai pas parlé des Tonga, j'ai pas parlé mais bon, ça fait partie aussi du parcours. Et je pense que c'est aussi ça qui te permet de garder la tête froide. Donc tu peux très vite relativiser en disant que 3 semaines avant, tout le monde te crachait dessus, mais au sens propre. Je pense que tous les joueurs qui ont fait partie de ce squad là se rappellent de Wellington et des minutes qui ont suivi notre défaite face au Tonga, le fait de se faire siffler pendant des minutes entières par tous les Français qui étaient venus là, qui étaient énormément déçus de notre performance. Ah oui, c'était se relever là de ce moment-là. Fallait vraiment une force de caractère individuelle et collective énorme. Je pense que les gens ne se rendent pas compte finalement de l'état dans lequel on était à ce moment-là, psychologiquement. Et finalement, on a réussi à mettre tout ce qui était externe et qui ne nous aidait pas finalement à être performants, à avoir de la sérénité de côté. On s'est vraiment concentré sur nous, sur ce qu'on voulait faire.
Et ça nous a permis d'attraper une corde finalement et de se hisser à la finale. Souvent on me dit oui, bon, vous avez gagné, vous êtes arrivé en finale, mais sur la compétition, vous ne la méritiez pas la finale. Mais c'est juste qu'on s'en fout en fait de la compétition. Parce que si gagner un titre de champion du monde, c'est sanctionner l'équipe la plus régulière, on ne fait pas de Coupe du Monde, quoi. On fait un classement et puis non, celui qui est champion, c'est celui qui gagne la finale. Et on n'est pas champion, c'est juste factuel, tu vois. Mais la finale, on la mérite parce qu'on a passé les tours qui ont été difficiles, mais on les a passés. Je sais pas si c'est la pire déception, la plus grosse déception, hein. D'échouer à un petit point. C'est la plus grosse déception, oui, parce que Avec le scénario aussi, cette fin de match, où tu as l'impression que ça doit venir, mais ça vient jamais, quoi. Tu souffres quand même d'un sentiment d'injustice parce que tu te dis que finalement, tu n'as pas été récompensé de la pression que tu mets aux Néo-Zélandais à ce moment-là. Mais après, tu vas pas réécrire le livre. Ce qui m'apaise finalement, c'est de me dire que sur ce match-là, nous, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. On était au taquet, franchement. Je pense qu'en termes émotionnels, même, on ne pouvait pas faire plus. Donc après, il y a des choses que tu peux pas maîtriser. Alors, tu refais le match, tu dis oui, en tant que capitaine, est-ce que j'aurais dû parler plus, j'aurais dû faire ça. Oui, là, assis, là, avec toi, tranquille, à refaire le match. Mais quand tu es à un niveau d'intensité physique, émotionnelle, tu fais ce que tu peux, quoi. Tu maîtrises pas tout et puis bon, ça n'a pas marché, mais bon, c'est comme ça. Et puis c'est rare d'avoir des finales à 7-8 et qui marquent autant, tu vois. Ouais. Tout à l'heure je te parlais du contexte. Je pense que cette finale-là, jusqu'à la fin, on parlera de ce match-là parce que ça a marqué, et pas qu'en France, hein. Dans tous les pays dans lesquels je vais qui aiment le rugby, on me parle de ce match-là. L'état de grâce pour toi, il se prolonge un petit peu jusqu'en 2012 et puis après, ça chute en club et surtout en équipe de France où là, tout dégringole un petit peu. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit là, danger, on va droit dans le mur? Déjà, quand tu reprends 2012, tu es sur l'euphorie de 2011 et tu dis, mais avec encore une fois, l'objectif, mais l'illusion de dire, moi je vais refaire une finale et je vais aller chercher le titre en fait. Parce que tu es sur cette dynamique-là, tu crois que c'est tout ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, tu oublies en fait tout ce que tu as mis en place pour arriver en finale. Psychologiquement, c'est rigolo en fait ce qui se passe. Donc non, tu es dans cette dynamique-là et puis tu ne le vois pas forcément arriver. Tu perds les matchs. C'est une pente finalement qui est descendante et tu la sens pas forcément au départ. Après, il y a certaines raclées qui t'envoient en descente. Là, tu te dis, il y a quelque chose qui se passe. C'est surtout que tu n'as pas la capacité à réagir. Tu n'as vraiment pas la capacité à réagir parce que tu ne te retrouves pas dans ton rugby. Tu n'arrives pas à trouver la constance dans les résultats. Si tu regardes, tu finis deuxième de certains tournois, mais tu finis deuxième du tournoi, je ne me rappelle plus de quelle année. Au début alors peut-être. Il y a un tournoi où tu finis deuxième, où tu te fais démonter. Et si là tu regardes le tournoi de l'équipe de France là, qui finit deuxième, tout le monde applaudit. Oui. Quelle est la différence entre ces deux situations? C'est la dynamique et ce que tu proposes finalement dans ton jeu. Nous on était en termes de résultats, tu pouvais dire bon ça coche une case. Mais en termes de production, tu montrais pas de la force, tu montrais pas de la maîtrise de ton rugby. Et finalement, tu préparais pas ce que j'appelle tu préparais pas ta confiance pour aborder une Coupe du Monde dans les meilleures conditions. Le 21 juin 2015, c'est le dernier match que tu joues sous les ordres de Guy Novès, l'entraîneur mythique du Stade Toulousain, que tu as toujours connu là-bas. Il disait de toi, Thierry, c'est quelqu'un que je vénère, qui a été pendant des années mon capitaine au Stade Toulousain, et peut-être l'un des plus grands capitaines que j'ai croisé dans ma carrière. Alors même si tout n'a pas été toujours au beau fixe sur les 2 dernières années, est-ce que cet immense respect qu'il te portait était réciproque? Moi, j'ai eu de bons entraîneurs. Hein. Pellemel, Patrice Agisquet, Jacques Delmas, Yannick Bru, Bernard Laporte aussi en équipe de France. C'est des gens qui m'ont vraiment marqué. Mais Guy, il y a un côté aussi spirituel. Quoi, tu vois. C'est le gars, il est capable d'appuyer sur un bouton et de transformer un joueur, une équipe. C'était impressionnant de l'observer chez les autres en fait. Te dire mais non c'est trop évident, le gars il va pas, tu vois, il se fait chambrer, il se fait titiller, mais bon c'est trop évident, tu t'en rigolais, tu vois, et voir l'impact que ça pouvait avoir sur certains. Et il avait aussi le même impact sur toi, seulement toi tu t'en rendais pas compte, quoi, tu le subissais. Donc c'est un super manager qui est au-delà du rugby, parce que le rugby c'était anecdotique, c'est un mec qui connaissait énormément les hommes. À la Coupe du Monde 2015, le mandat catastrophique de Philippe Saint-André se termine par la raclée historique en quart de finale contre les All Blacks, 62-13. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est capitaine de cette équipe-là et qu'on doit l'expliquer ça en conférence de presse, après déjà avoir dû expliquer quelques... Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. J'ai un peu d'expérience des explications des fêtes, malheureusement. Non, mais celle-là, pour moi, c'est la pire des fêtes. Mais c'est pas le score. Hein. Le score, il traduit un comportement qui, pour moi, était inadmissible de l'équipe où on a lâché, quoi.
On s'est pas battu, on ne sait même pas si on est rentré sur le terrain ce jour-là. Et c'est ça qui me fait le plus mal en réalité. L'écart entre les deux équipes? L'écart, il était factuel. Les Néo-Zélandais étaient vraiment meilleurs. Nous, pour toutes les raisons qu'on t'a dit, le manque de confiance, le niveau, on était moins bon. Je pense qu'il y a un sentiment aussi, alors, paradoxal, hein, de revanche de la part des Néo-Zélandais, dans le sens où, certes, ils nous avaient battus. Oui, il y avait ça aussi. C'est vrai que tu vois, en parlant de cette équipe-là, je crois qu'elle joue 5 ou 6 fois face aux Blacks sur les 4 ans, ce qui est extrêmement rare. Et donc ça veut dire 5 ou 6 fois, c'est-à-dire grosse probabilité de prendre une raclée, quoi, en fait. Donc en termes de confiance, si tu veux, ça te... Bon. Donc je pense aussi ça a joué aussi dans la dynamique collective, indépendamment du niveau de l'équipe. Donc en fait, arrivé à ce match-là, eux, ils ont envie de montrer qu'en Coupe du Monde, ça va pas se passer comme en 2011. Donc eux, ils ont ce sentiment-là. Et nous, on est juste catastrophique, quoi. Et très vite, on lâche et on prend 60 points. Donc moi, je savais que c'était mon dernier match. Je savais qu'à l'issue de la Coupe du Monde, je n'allais pas continuer. J'ai mis beaucoup de temps à récupérer de cette défaite. Un an, tu dis? Ouais. Parce que psychologiquement, j'avais honte, quoi. J'avais honte et puis je comprenais pas ce qui s'était passé, quoi. C'était quoi qui était le plus dur? C'était le score, l'écart sur le terrain, ou peut-être d'accepter que tu as donné 80 sélections à l'équipe de France, 56 capitanats, et de terminer sur cette note-là? Oui. Tu veux toujours terminer à la Wilkinson avec un titre. Bon, ça, c'est dans les livres aussi. Et je pense que si je fais le bilan de ma carrière, je peux me satisfaire de ce que j'ai vécu. Ah oui, tu en veux toujours plus, mais bon. C'est pas le fait de terminer sur une façon si moche, c'est ce qui s'est passé ce jour-là, pour moi, c'est inadmissible, en fait. C'est dans l'attitude, et en plus, tu le vois venir, le mur, en vrai. Tu le vois venir, donc tu vis pas une belle Coupe du Monde parce que tu sens que les choses, elles se préparent pas, elles vont pas dans le bon sens. Tu perds un match, ça arrive tous les week-ends, et de toute façon, à chaque match, il faut un gagnant et un perdant. En revanche, dans ton attitude, tu peux pas démissionner comme ça quand tu portes le maillot de ton pays. Ce qui est paradoxal, c'est que ta légende avec l'équipe de France, finalement, elle décolle avec un match contre les All Blacks en quart de finale à Cardiff, Coupe du Monde, et que elle se termine en quart de finale à Cardiff. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ma carrière, elle est atypique à ce niveau-là. Tu vois, tu peux trouver des moments particuliers un peu partout. La Nouvelle-Zélande, je pense que si aujourd'hui les gens se souviennent au-delà des titres, hein, c'est aussi que mon parcours personnel, il est intimement lié aux rencontres avec la Nouvelle-Zélande. Donc, quand tu réussis à faire des matchs, de bons matchs, ou de faire partie d'équipes qui font des bons matchs face à la meilleure équipe au monde, c'est plus simple de marquer l'imaginaire collectif. Moi, j'imagine que Guy Novès, qui a pris la suite de Philippe Saint-André, il a peut-être dû essayer de te faire revenir sur ta décision d'arrêter. Est-ce que toi-même, tu t'es dit peut-être à un moment donné, égoïstement, cette pensée t'est venue de dire je vais finir sur autre chose? Non, parce que... alors ça, c'était avant. Parce que je le savais, hein, je savais que c'était mes dernières cartouches en équipe de France avant la Coupe du Monde. Jusqu'à ce match-là, tu te dis, oui, bon, effectivement, allez, pourquoi pas. C'est jamais facile de dire j'arrête. Sauf quand on te l'impose ou quand tu te blesses. Mais après ce match-là, non, franchement, j'étais au fond du sac. J'étais tellement triste de la façon de notre comportement. J'ai dit, tu vois, tu ne mérites plus, même toi personnellement, tu ne mérites plus de porter le maillot. Donc, ah oui, c'est à ce point-là. Ah ouais, moi j'ai vraiment, vraiment souffert de ce match-là. Et bon, Guy, il comptait pas forcément sur moi pour la suite parce que, objectivement, j'avais 33-34. Bon, j'étais pas au top de ma carrière non plus. 2019, je risquais pas d'y arriver, quoi. Donc lui, il repartait sur un nouveau cycle. Donc il n'y avait pas de logique de management de me prendre, si ce n'est que pour faire un cadeau. Oui, ce qui avait été fait à certains en 2012. Oui, d'accord, mais c'était un groupe finalement. Il n'y avait pas qu'un joueur. Et Guy, il a toujours été à ce niveau-là assez objectif. Donc il n'y avait pas de raison que je joue. Et puis moi, de toute façon, je voulais plus, quoi. Donc il n'y a eu aucune difficulté pour que je range mes crampons au niveau de l'équipe de France. Toi, tu avais 34 ans. Est-ce que tu as ressenti sur ces derniers moments de ta carrière un décalage entre ta façon de faire à toi et la nouvelle génération avec les réseaux sociaux, tous leurs codes? Ouais, mais après, ça m'a pas... Le décalage, il c'est plus avec des gars qui étaient plus vieux. Je dirais que de 86 à 90. Ou pour le coup, oui, avec pas mal, j'ai l'impression de ne pas être sur la même planète. Ce qui était de 86 à 90, ouais. Ah ouais, ouais, j'ai plus de décalage avec pas mal de joueurs de cette génération-là. Ah ouais, c'est étonnant. Avec les plus jeunes, au contraire, avec les Cross, les Baye, les Marchands, les Adéguerri, je me régalais, quoi. Tu l'attribues à quoi, de fait d'avoir... Pourtant, t'es pas si éloigné, 81, ouais, 86. C'est pour ça, c'est pas tant une question de génération, je pense que c'est une question de... Je sais pas, de perception du rugby, du haut niveau, la façon dont les rapports doivent se passer, tu vois. C'est pas tant une question de génération, je pense que c'est une question plus d'individus.
à lesquels tu matches. Moi, malgré leur âge, j'ai trouvé les joueurs que j'ai cités là, beaucoup de maturité déjà quand ils venaient, beaucoup de respect et surtout de la maturité, de l'intelligence de se dire bon ben je vais me nourrir finalement de l'expérience des plus vieux, mais je me retrouvais vraiment en eux quoi. Et du coup ça facilitait. Alors je sortais pas tous les week-ends avec eux parce qu'effectivement oui pour le coup on n'avait pas forcément les mêmes centres d'intérêt, voilà. Mais au quotidien on était assez complices quoi. Sur les 2 dernières années de ta carrière, le Stade Toulousain a été éliminé en barrage contre le Racing, puis se classe à une historique 12e place pour ta dernière saison. Tu as eu une magnifique carrière, mais entre là et l'équipe de France, t'as pas l'impression d'avoir été un peu maudit au moment de choisir tes sorties? C'est pas une question d'être maudit ou pas, j'ai une part de responsabilité aussi, au moins un 15e de la performance des équipes dans lesquelles j'étais. C'est une question de cycle aussi. Sur ces années-là, tu as Hugo Mola qui arrive, qui reprend la place de Guy, qui est un monument du rugby français et encore plus à Toulouse. Il a eu besoin aussi de trouver ses marques. Je pense qu'aussi il avait besoin de trouver un positionnement par rapport à une génération qui avait quand même pas mal de leadership, pas mal d'expérience. Tu vois, c'est un ensemble de choses. Et puis aussi, en termes de recrutement, le club n'était pas dans la même dynamique. C'est un ensemble de choses qui font que nous aussi, on était sur la fin, qui explique cette 12e place. Maudit, non, parce qu'encore une fois, j'ai ma part de responsabilité dans la performance. Ma carrière, je la changerai pour rien au monde, quoi. Tu vois, malgré tout, si je fais le bilan, même si effectivement, j'aurais préféré terminer comme Johnny avec un titre. Ouais, c'est comme ça, après... Tu l'annonces en fin de saison en plus. Qu'est-ce qui t'a conduit à prendre cette décision? Est-ce qu'il y a des clubs qui ont essayé de te faire signer une dernière pige en France ou à l'étranger? Oui. Oui, j'aurais pu continuer à l'étranger, j'ai des opportunités. En revanche, j'ai... Japon, États-Unis? Plutôt Angleterre. Il y a plusieurs éléments qui m'ont fait prendre la décision. Le premier, c'est que je l'avais ciblé ça encore. Moi, tu sais, c'est une structure... Donc j'avais ciblé déjà, je m'étais dit... Quand je re-signe 2 ans, je me dis, je pense que c'est mon dernier contrat. Et surtout, je me sentais physiquement capable, mais je voyais que mentalement, j'étais épuisé, quoi. J'étais épuisé et je sais pourquoi j'étais épuisé anormalement. Le fait d'avoir été capitaine autant d'années, surtout sur les dernières années où j'ai eu à gérer, parce que les gens, ils te voient sur le terrain, mais ils savent pas tout ce que tu gères dans la semaine, en fait. Et si tu veux, j'étais capitaine en club et en équipe nationale en même temps, en fait. C'était beaucoup de responsabilités. C'est beaucoup d'erreurs. Ma tête, elle se reposait jamais, quoi. Et c'était, comme tu l'as très bien souligné tout à l'heure, c'est des périodes où, que ce soit en club ou en équipe nationale, c'était des périodes compliquées. En fait, ça me prenait énormément d'énergie. Quand j'arrivais sur le terrain le week-end, j'ai déjà joué 2 matchs dans la semaine, quoi. Donc, tu veux, mentalement, j'en voulais plus, quoi. Donc c'est difficile, surtout moi à mon poste, avec mes spécificités. Si t'as pas l'agressivité nécessaire, toujours dans le contrôle, c'est compliqué d'avoir une vraie valeur ajoutée pour l'équipe. Et moi je sentais tout simplement que ma tête pouvait plus me porter, quoi. J'en pouvais plus. Et donc ton dernier match, c'est un Toulouse-Bayonne. Ouais. On a une belle victoire, 42-12, une standing ovation. Ah heureusement quoi. Parce que ouais. au moins je sors sur une victoire. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Non mais du coup, tu as standing ovation d'Ernest Vallon juste avant la fin du match. Tu as pu t'adresser au public après le match et bizarrement, on a l'impression que ça a été plus facile pour toi de contenir tes émotions à ce moment-là que au moment où tu as annoncé la fin de ta carrière, où là on t'avait senti vraiment ému. Oui, parce que quand la première fois tu l'annonces, tu réalises, quoi. Déjà, tu réalises ce que tu es en train de faire. C'est un non-retour, là, tu vois. Donc, à partir du moment où tu rends la décision publique, et tu as beaucoup de souvenirs qui te remontent pendant le moment où tu le donnes. Donc, quand tu sais que tu vas jouer le dernier match, c'est ton dernier match, tu es un peu ailleurs aussi. C'est un peu comme le premier. Tu sais que c'est un moment particulier, donc... le premier, tu veux prouver, donc tu es dans l'action. C'était contre qui le premier? Le premier match, j'ai toujours... Il y a 3 équipes, je me souviens pas. C'est soit Castres... Parce que j'ai cherché longtemps et je te jure, j'ai eu du mal à trouver. C'est soit Castres, soit Bourgoin. Castres ou Bourgoin. D'accord. Mais là, c'est ton dernier, tu sais que c'est le dernier, et toute la semaine, elle est particulière. C'est la dernière fois que tu vas t'entraîner un lundi. C'est la dernière fois que tu montes dans le bus pour aller... il y a des moments particuliers que tu as gardé en tête de cette avant. Oui, l'arrivée à Ernest Vallon, tu sais que c'est la dernière. Tout un moment est particulier. C'est la dernière fois que tu parles à tes coéquipiers. Il n'y a pas d'enjeu particulier. Donc en plus, tu peux profiter. Il faut juste faire en sorte que la fête ne soit pas gâchée, quoi. Ouais. Et puis même si toi, tu es dans l'émotion, tu sais que tes coéquipiers... ils vont tout faire pour que ça se passe bien, quoi. Ta retraite actée, tu as pu te concentrer à ton autre carrière, celle d'entrepreneur.
que tu as menée en parallèle à celle de joueur, tu t'es lancé en 2009, donc assez tôt finalement, dans un domaine bien précis qui est les nouvelles technologies. Quelles ont été les étapes qui t'ont mené vers l'entrepreneuriat et cette première expérience, c'était je crois à l'envoi de SMS? Ouais. Bah déjà, c'est une rencontre. Quand j'étais à Biarritz, j'ai rencontré mon associé avec qui on a associé Laurent Silva. Laurent Silva. Ouais. Laurent Silva, encore 20 ans après, on se supporte. Tu vois, on est un vieux couple. Et Laurent, c'est l'opposé de ma personnalité en fait. Très très volubile, solaire. Et moi, quand on s'est rencontrés, je voyais qu'il était entrepreneur. Il aimait, alors sur des sujets pas forcément peut-être au début ambitieux, mais tu sentais qu'il y avait ces dynamiques-là. Je me suis dit, bon, quand je suis arrivé à Toulouse, j'avais fait le choix de venir à Toulouse pour préparer l'après-carrière, mais je me suis rendu compte que peut-être que je ne m'épanouirais pas en temps dans un bureau d'études ou quoi que ce soit. Donc je l'ai appelé un jour, je lui ai dit, écoute, moi j'aime prendre du risque, j'aime être au départ de projet, donc si tu montes un projet, dis-le moi je vais investir avec toi. Et c'est comme ça, en fait, on a monté nos premières affaires. Et en 2008, il m'a parlé de Olma SMS, une société qui est à Nice, dans laquelle il avait rencontré le dirigeant et dans laquelle il voulait investir. Et comme on avait commencé à bosser ensemble depuis quelques années, il m'a dit, viens avec moi, on rentre ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça a été ma vraie expérience entrepreneuriale, où je me suis intéressé à d'autres sujets que savoir contre qui on allait jouer le week-end, d'autres problématiques. Et ça a été génial parce que c'est une boîte qui m'a permis d'appréhender l'après-carrière d'un peu plus sereinement. Période toujours compliquée, l'arrêt de carrière, mais finalement, je savais que j'avais un projet à mener à bien après le rugby. Avant de devenir un business angel, comme tu te définis aujourd'hui, tu as dû tracer ton chemin et même toucher du doigt l'échec. Tu l'évoques dans une interview à l'équipe où tu parles de cette entreprise Tixpress, créée en 2012, qui n'a pas eu l'effet escompté, tu le dis. Est-ce qu'on peut dire que dans le business comme en sport, il faut pouvoir se tromper pour apprendre et devenir plus fort? Oui, il y a toujours ce qu'on te raconte dans les films, dans les livres, les gars qui font que réussir, alors que c'est lié... Le succès, finalement, tu y arrives par itération, finalement. Donc, tu essaies un truc, tu sais pas trop où est-ce que tu vas, ça marche, ça marche pas. Le plus important, c'est de savoir analyser, finalement, tes choix et en tirer les leçons. Et oui, des fois, ça marche pas. Souvent, ça ne marche pas. Mais il y a un problème dans le sens où le problème vient du fait qu'on n'assume pas un côté un peu la honte, finalement, de l'échec. Alors que ce qui est important, c'est d'avoir essayé quelque chose, tu vois. Donc oui, j'ai pas tout réussi comme dans le sport, mais alors ça a touché mon orgueil à l'instant T, mais ça m'a jamais empêché de repartir et de tenter autre chose. Jusqu'alors, tu étais accompagné dans tes investissements, mais en 2015, c'est tout seul, je crois, que tu te lances dans la création d'une société d'import de produits frais venant d'Amérique du Sud, forcément un clin d'œil à ton couple et ton épouse argentine. Est-ce que c'est encore à ce jour le projet entrepreneurial le plus personnel dans lequel tu t'es... Oui, c'est le plus personnel. Après, je n'ai pas forcément donné suite, même si c'était intéressant. J'étais curieux de savoir comment fonctionnait ce domaine d'activité-là. Pourquoi est-ce que j'ai pensé à monter ça? Tu vois, c'est en 2015, c'était en prévision encore. Tu vois, je te dis, j'avais déjà identifié que j'allais arrêter en 2017 et je ne savais pas où est-ce qu'on allait vivre. Si on allait vivre en Argentine, on avait ce projet-là d'éventuellement partir en Argentine. Et je m'étais dit que cette activité-là me permettrait de garder un lien entre les deux pays et de venir régulièrement en France. Donc c'est comme ça commencer la réflexion et je me suis appuyé sur ma belle-mère qui est chef d'entreprise là-bas pour commencer à réfléchir sur le projet, à le créer et à le lancer. Depuis 2009, dans combien de projets entrepreneurials tu as pris part? La liste est longue parce que maintenant Business avec l'activité qu'on a d'investissement, on accompagne pas mal de sociétés, mais je sais pas, 10-15, mais bon, après, c'est pas une question de volume, tu vois, c'est une question aussi d'investissement. Et comment t'expliques cette hyperactivité? Parce que tu t'es peut-être redécouvert aussi d'en vouloir toujours plus là-dedans, quoi. Tu sais, quand tu es une situation d'investisseur, c'est pas la même qu'en position d'entrepreneur. Tu n'es pas sur de l'opérationnel au jour le jour, donc finalement ça te libère quand même du temps pour réfléchir à d'autres problématiques. Alors moi je t'ai dit, je suis quelqu'un de curieux, je pense que il y a tellement de choses à connaître, à découvrir, c'est pour ça que ça m'a aidé aussi, je pense, à appréhender la fin de la carrière. J'ai jamais regretté d'avoir arrêté, je me suis jamais dit et si, et je suis pas nostalgique. Mais ça c'est parce que j'ai une activité au quotidien qui me stimule. Ça a aidé à basculer aussi. Mais clairement. On parle de petites morts et tout, ça... Moi déjà, j'aime pas ce terme, mais pour moi, c'est pas petite mort, c'est grande ouverture finalement. Pendant 20 ans, même si c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on travaille dur pour ça, et c'est vraiment un privilège qu'on se gagne, au prix de beaucoup de sacrifices. Ça reste quand même un milieu petit, fermé, où finalement on se recroqueville sur nous, et on n'est que dans le rugby, quoi.
Alors que le monde est vaste, les sujets intéressants sont très importants, il y a beaucoup de gens à rencontrer. Et donc moi je l'ai vécu comme ça, en tout cas je me suis organisé pour que mon après-carrière soit comme ça. Et donc ton dernier projet en date que tu as mené en 2011 avec ton ami Laurent Silva, c'est Melting Capital. Alors Melting Capital, oui, en fait c'est une boîte, enfin une marque qu'on a créée qui finalement nous regroupe tous les deux, parce que jusqu'à présent on investissait chacun avec nos structures, on s'est dit bon, on va rationaliser finalement nos investissements en les mettant sous une marque et avec laquelle on rentre dans des clubs deals avec d'autres entrepreneurs. Tu rencontres des mecs comme Paul Le, qui est patron de la Belleville, enfin, qui est fanatique de rugby, qui ont une belle amitié qui s'est créée. Tu vois, tu rencontres d'autres personnes. Après, le rugby reste central quand même parce que tu sens qu'il agrège pas mal de monde. Et voilà, on parle pas de rugby quand on se voit, on parle de plein d'autres choses, quoi, donc c'est super. On arrive à la question récurrente de ce podcast. Si tu devais définir Thierry Dussautoir, le chef d'entreprise, il serait plus proche de Kevin Venkia, Marcel Martin, j'étais chercher loin, ou René Bouscatel, 3 des présidents que tu as connus dans ta carrière de joueur à Bordeaux, Biarritz et Toulouse. Waouh! Et pourquoi c'est président? Enfin, c'est une sacrée question. Je dirais Marcel Martin. Marcel Martin, c'est quelqu'un qui a été important pour le rugby français, qui était coquin, qui était dur, mais avec moi, qui a été toujours génial en fait. On dit de lui que c'est un seigneur. Hein. Tous les commentaires que j'ai vus, c'était classe, gentleman. Ouais. Tu sais, il a toujours eu son épouse aussi. Ils ont toujours été très gentils avec moi. Parce que lui, il respectait énormément le fait que j'aille à l'école en fait. Il me parlait tout le temps de mes études. Il a toujours été... c'est quelqu'un aussi qui a un grand parcours en entreprise. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai toujours eu beaucoup de respect. Et moi j'adorais, tu vois, il connaissait la règle par cœur. De toute façon, c'est lui qui a créé en partie, tu vois, sur des institutions. Donc il était très très bon. Il faut trouver des solutions. Donc non, j'ai beaucoup aimé Marcel Martin. Kevin Venkia, en tout cas le président éphémère de Bordeaux. Qui est le président de la fédération de Maurice, que je vois de temps en temps. Et c'est vrai que lui marque une période aussi turbulente aussi de Bordeaux, mais qui a été importante aussi. Tu te rappelles de ce bruit, c'est la sirène. Dernière possession, il y a un bonus à aller chercher. Alors pas d'en avant, botte pas en touche. À l'inverse d'autres joueurs qui dévoilent beaucoup de leur vie privée via les réseaux sociaux notamment, voire la monnaie même. Hein. Tu as toujours été très discret sur ce point-là, avec ton épouse et ta fille notamment, que tu n'exposes pas. Est-ce que c'est une simple question de personnalité ou aussi un souci de protection de ces êtres chers? Non, je pense que c'est ma personnalité. Après, si on me fait engueuler parce que je poste pas sur les réseaux sociaux, mais je sais pas les réflexes. Non, j'ai pas envie de m'exposer. Tu es journaliste et je n'étais pas connu joueur pour être un bon client. Donc, mais c'est pas parce que j'avais pas des choses à dire, c'est juste que c'est ma personnalité aussi de garder aussi ce côté un peu secret, un peu personnel. Donc oui, donc effectivement, mais ça ne viendrait pas à l'esprit finalement de le faire. Je m'empêche pas, je cache pas ma femme, je veux dire, je réfléchis pas forcément, je pense que c'est une conséquence de ma personnalité. Tu as terminé ta carrière de joueur en 2017, on l'a dit, et cette année, Toulouse a terminé 12e, derrière Toulouse a remonté la pente et est redevenu champion de France en 2019. Et on a entendu des personnes au club dire que ce retour au premier plan, il était peut-être lié en partie au départ des glorieux anciens de la décennie précédente qui étaient peut-être dans une routine et s'entraînaient pas beaucoup, ne voulaient pas se remettre en question. Est-ce que tu avais entendu ces propos? Est-ce que tu les avais pris personnellement? Est-ce que ça t'avait dérangé, voire heurté? Oui, j'ai entendu. Après, à titre personnel, je pense que le côté il s'entraînait pas beaucoup, ça me concernait pas, je crois pas pour le coup. Mais je pense que ça révèle une réalité aussi. Les groupes, c'est aussi des cycles. Nous, on arrivait en fin de cycle. Tant mieux pour le club qu'il ait su aussi se poser les bonnes questions, su se structurer dans le bon sens. Et aussi bénéficier d'une belle génération aussi qui a redonné finalement de la vigueur au Stade Toulousain qui permet de gagner des titres. Moi, j'ai pas de rancœur ou chacun a son avis sur tu vois, mon parcours, le parcours des autres. Moi, je sais que le plus important, c'est que j'ai vécu grâce au Stade Toulousain des moments exceptionnels et j'en suis très heureux. Ma carrière, on l'a dit, avec des hauts et des bas, je pense que j'aurais pu faire mieux, mais je pense surtout que j'aurais pu faire pire. Je suis heureux de ce que j'ai pu avoir. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques X ou Y parce que déjà ça ne sert à rien. On ne peut pas aujourd'hui changer ce qui a été. Et c'est surtout que le plus important, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce que fait le Stade Toulousain aujourd'hui, c'est ce qu'en font les acteurs aujourd'hui qui est génial, quoi. Avant la fin de ta carrière, beaucoup voyaient en toi un potentiel futur entraîneur dans un staff capable d'apporter toute son expérience. Ça ne s'est pas produit.
L'idée, est-ce que tu as seulement traversé l'esprit un jour et est-ce que c'est une porte qui est aujourd'hui définitivement fermée? Oui, c'est vrai qu'on aurait pu penser que je serais entraîneur. Je pense que ça d'ailleurs fait peur à certains que j'ambitionne à être entraîneur à un moment donné. Mais ça jamais, jamais c'est pas vrai. Je me suis toujours posé la question de me dire, j'étais intéressé quand même sur le jeu, donc j'avais cette réflexion-là. Mais je suis parti du postulat que j'avais envie de découvrir d'autres choses et qu'il serait toujours temps de revenir dans le rugby un peu plus tard. Peut-être pas en poste d'entraîneur, mais d'autres positions dans un club, parce que souvent on identifie que le poste d'entraîneur, mais il y a plein de choses à faire dans un club de rugby. Peut-être que ça viendra, peut-être pas, mais j'ai pas de plan de carrière à ce niveau-là. Franchement, je me regarde dans ce que je fais aujourd'hui, je m'épanouis. On verra sur un prochain match, peut-être que ça sera d'actualité. Eh bien, merci beaucoup Thierry d'avoir été mon invité dans Terrain Conquis. Permets-moi de te souhaiter encore plein de succès sur le terrain du business, où tu mènes une carrière pas loin d'être aussi brillante que ta carrière de joueur. Merci Thierry. Merci.